terre d'eau. Nous écoutons un extrait d'une émission diffusée en 1966 sur le folklore landais, une pépite trouvée sur le site de l'INA. Et pourtant, au bout de la lande aride, il y a un miracle de paix, de verdure et d'eau, le courant du Chet. Aujourd'hui, pour ce 3e épisode, nous retrouvons Laurent Picane, sur son lieu de travail à la communauté des communes des Grands Lacs. On va comprendre quels ouvrages permettent d'observer le niveau des eaux et de le réguler. J'ai pris mes bottes, car Laurent est un homme de terrain et je doute qu'on passe la matinée en studio. Laurent, merci de nous recevoir. Merci à vous d'être venu. C'est top d'avoir quelqu'un d'expérience. J'ai beaucoup entendu parler de toi quand j'ai monté le projet. En bien ou en mal ? Oh ben, en mal, mais ça je le garde. je le garde pour moi. Non, carrément en bien, et surtout comme une personne incontournable qui connaît tout cet univers sur le bout des doigts. Alors, est-ce que tu peux nous dire un peu ce qui t'a amené à travailler sur le réseau hydrographique ? De formation, je suis technicien rivière, et sur ce territoire où les lacs ont une prédominance territoriale, ça paraît une évidence, c'est une grande richesse que nous avons. Et très vite, je me suis passionné par la dynamique lacustre. Ça fait plus de 15 ans que je m'inspire de cette thématique. Et la dynamique des lacs reste encore une inconnue. Quand je suis arrivé en poste il y a plus de 15 ans ici, tout le monde pensait qu'il y avait un seul écoulement principal du nord vers le sud. Et en fait, au fur et à mesure des différentes investigations que nous avons pu mener, il est apparu qu'il y a 2 exutoires. Aujourd'hui, en fonction de la dynamique hydraulique, en étiage ou en crue, cet écoulement varie également. Au niveau de la chaîne du chapelet d'étangs dont nous avons la chance d'avoir sur ce territoire, il y a un écoulement vers le nord, un écoulement vers le sud. Un écoulement depuis le lac de Cazaux-Sanguinet vers le bassin d'Arcachon, et au travers d'un ouvrage principal qui est géré par la base aérienne 120. Un écoulement aussi vers le sud, et donc qui traverse la chaîne, le chapelet des lacs, et qui se jette sur l'océan Atlantique après l'étang d'Orient. La proportion quantifiée de ces écoulements est encore aujourd'hui une incertitude. Justement, en fonction des régimes hydrauliques, de crue ou d'étiage, un écoulement plus important vers le bassin d'Arcachon est prédominant, sauf lorsque l'ouvrage est totalement fermé. En période de crue, c'est l'inverse. Et il y a des enjeux aussi qui sont différents et qui peuvent être divergents. C'est-à-dire que le bassin d'Arcachon est connu évidemment pour sa population, pour sa culture ostréicole majeure, et trop d'eau douce peut nuire à la qualité de l'activité. Au passage, des marsouins en chasse. Il faut ainsi de 20 minutes à 1h30 pour gagner les parcs selon qu'on est de Gujan, d'Andernos ou du Cap-Ferret. La production française d'huîtres s'élève à environ 80 000 tonnes, dont un quart provient de ces parcs d'Arcachon. Les économistes affirment qu'on pourrait en vendre jusqu'à 120 000 tonnes l'an, mais ce sont seulement des économistes et la situation est en réalité bien différente. À l'inverse, vers le sud, le lac de Parentis-Biscarrosse vers l'étang d'Orient, on essaye de trouver un juste équilibre pour éviter des phénomènes d'inondation. Le problème, la situation à laquelle on a très vite abouti, par contre, c'est que les ouvrages, on a 6 ouvrages sur le territoire, du nord vers le sud, et que ces ouvrages n'ont aucune capacité à réguler les périodes de crue. Et de la lutte contre les inondations. Ce dernier point intéresse particulièrement le département des Landes, où les crues sont fréquentes. Or, les opérations prévues pour limiter les effets des inondations dans les Hautes-Pyrénées ou le Gers sont parfois incompatibles avec la lutte dans les Landes. Dès lors, c'est leur seul rôle aujourd'hui. Parce qu'avant, c'était comment en fait en période estivale, le niveau des lacs baissait trop ? Alors il y a
Là aussi, ça fait l'objet d'une analyse historique où on a constaté, j'ai établi une analyse diachronique avant, avec l'évolution des niveaux d'eau avant et après l'édification des ouvrages. Et il apparaît que avant l'édification des ouvrages, le marnage était beaucoup plus important, c'est-à-dire qu'on atteignait des cotes hautes et basses plus importantes qu'après les années 70. Aujourd'hui, en fait, les ouvrages ont eu comme conséquence une certaine régulation de l'amplitude des niveaux. D'accord. Ça peut avoir des conséquences à plus d'un titre, notamment sur la vie écologique. Il y a une certaine population d'isoétides, par exemple, donc des patrimoniales, qui ont besoin d'un marnage, et plus ou moins conséquent. On assiste malheureusement à une évolution plutôt à la régression de certaines populations d'isoétides à ce niveau-là. Après, d'un point de vue, voilà, il y a des enjeux écologiques, mais il y a aussi des enjeux économiques, et notamment le maintien d'un niveau d'eau suffisant pour la navigation. Et c'est un réel problème que nous ne résoudrons pas au travers du maintien ou de l'amélioration des ouvrages tels qu'ils sont conçus aujourd'hui. Mais ce problème, qui était autrefois un avantage, parce que le poisson éclosait vite et grandissait très vite, l'eau chauffant beaucoup, est devenu un inconvénient actuellement avec tous les voiliers et les moteurs qui sont sur le lac. Avec le peu de profondeur, la dérive et la vitesse des voiliers lèvent la vase, ce qui nuit aux poissons. Quand tu parles d'ouvrages, moi j'imagine des écluses ou des barrages, c'est ça dont tu parles ? Oui. Okay. Alors, il faut savoir, mais ça c'est un mystère pour personne, je pense, le canal qui relie l'ensemble de la chaîne des étangs est un vestige, en fait, d'un projet pharaonique, de la Miaka en l'occurrence, et ce projet consistait à relier la Dour à la Garonne par voie fluviale. À l'époque, c'était pour transporter du bois. Ce projet s'est arrêté aux ouvrages de Probert et Tafarn, donc au sud du lac de Parentis-Biscarrosse. On a dépensé énormément, on a dépensé de l'argent, on a dépensé des vies humaines pour construire ce canal, et qui a très vite périclité du fait de l'apparition de la voie de chemin de fer. Donc on peut s'interroger, enfin, à mon sens, à notre échelle d'être humain, je pense qu'il faut prendre du recul avec le temps pour véritablement juger de l'opportunité ou non d'un projet tel que celui-là. Heureusement pour moi, heureusement qu'il s'est arrêté aux ouvrages de Probert et Tafarn. Ça aurait été une catastrophe écologique. Et le canal de jonction allait pouvoir subir un véritable examen de passage. En effet, toute une flottille d'embarcations légères prit la suite de la vedette du Premier ministre pour accomplir ce parcours inaugural de 5 km. Le canal offre un tirant d'eau de 1,60 m, un tirant d'air de 3,70 m et une largeur au plafond de 10 mètres. Voiliers et vedettes de type couramment répandu pourront y évoluer sans problème. Donc là, on est où, là ? Alors ça s'appelle les marais de la Tafarde. On l'appelle aussi la petite Amazonie landaise. Alors les marais de la Tafarde, il y a des petits couloirs comme ça, des petits couloirs d'eau où on peut naviguer en canoë très aisément. C'est un petit labyrinthe. Donc c'est l'un des deux exutoires du lac de Parentis-Biscarrosse, 3600 hectares. Alors c'est très riche en végétation aquatique. Là on a essentiellement des phragmites, des roseaux, Phragmites australis pour ne pas le citer. Puis on a aussi une végétation qui est pas rare mais très endémique, enfin à ce site-là, que l'on trouve en profusion. C'est le trèfle d'eau. C'est quoi ça ? Il y a un gros tuyau qui sort à l'entrée. Alors c'est un tube de tranquillisation, on appelle ça un tube de tranquillisation. À l'intérieur, il y a une sonde. Une sonde équivalente à une sonde piézométrique en fait, qui nous permet de connaître le niveau d'eau ici et qui représente également le niveau du plan d'eau dans son intégralité. Après, il y a différents dispositifs qui nous permettent de connaître le positionnement du clapet. Et avec une loi de calage, une loi mathématique de calage, on connaît le débit qui transite, par exemple, à l'instant T aujourd'hui. En fait, ça, le clapet, c'est ça, c'est ce qui est sur toute la longueur. Et tu peux le monter ou le descendre ? On peut le monter et le descendre.
Alors voilà, il a des positions maximales. Aujourd'hui, voilà, on peut le lire sur l'échelle millimétrique, le plan d'eau de Parentis, il est aux alentours de 20-30 NGF. Le débit, on le connaît, il est de l'ordre de mètres cubes, et demi seconde. Aujourd'hui, on est en plein hiver, début février. Normalement, on devrait avoir un niveau d'eau bien plus conséquent. Et on commence à anticiper, à gérer le niveau, gérer le débit transitant par l'ouvrage pour garantir une ressource suffisante pour la prochaine période estivale. C'est-à-dire que là, en l'occurrence, il est hors de question, à ce niveau-là, il est hors de question d'assurer un écoulement maximal. D'accord. C'est un ouvrage qui est motorisé? Non, là, dans ce boîtier, c'est manuel, hein. Oui. Comme une écluse en fait. Hein. Enfin, alors, un peu... Il y a une poulie quelque part, un truc. Quand on parle d'écluse, en général, ça ramène à une écluse à bateau. Ouais. Pour permettre, c'est le cas par exemple pour l'écluse à Biscarrosse. Oui. Ici, ce serait plus simplement un ouvrage hydraulique, avec un clapet simple. Okay. Aujourd'hui, le système de manipulation a été simplifié parce que, pour rendre la manipulation quand même aisée, est manipulable par tout le monde, enfin, en tout cas par les gestionnaires. Voilà, ces ouvrages au départ, ils ont été conçus très initialement, avant même le projet pharaonique du canal Transaquitain. Ici, c'était des endroits dédiés pour la pêche à l'anguille. Et ce n'était pas les barrages comme on voit aujourd'hui, c'était simplement un amoncellement de bois pour retenir et pour constituer un piège à anguille. Aujourd'hui, il y a toujours des anguilles? Oui. Beaucoup moins, mais il y en a, oui. Est-ce que tu peux me dire ce qu'inclut en fait quand tu parles du réseau, de la chaîne des lacs, de quel lac tu parles? Parce que en fait, les auditeurs ne connaissent pas le pays de Borne. Le pays de Borne et du Buch, il ne faut pas l'oublier, justement, ouais. Parce que voilà, du bassin d'Arcachon jusqu'à l'océan Atlantique, c'est un chapelet d'étangs. La chaîne des étangs littoraux du Borne et Buch se compose de 4 principaux étangs. Le lac de Cazaux-Sanguinet, qui est le plus important et qui est partagé entre les 2 départements, Gironde et Landes, qui a une superficie de 5600 hectares. Le lac de Parentis-Biscarrosse, qui est lui intégralement dans le département des Landes, qui ne fait que, excusez-moi du terme, 3600 hectares. Et pour finir, l'étang d'Orient qui fait 300 à 320 hectares. Et voilà, c'est un chapelet de lacs qui s'alimentent les uns des autres. Alors, les sources d'alimentation de ces plans d'eau sont diverses et variées. Bon, à la fois les bassins versants. Donc, qui dit bassins versants, ce sont tous les cours d'eau, les réseaux de crastes qui proviennent des bassins versants, qui proviennent donc de l'Est. La pluviométrie, en direct, bien évidemment. Et un apport que l'on peut difficilement quantifier aujourd'hui par la nappe souterraine. Sachant que la nappe phréatique, elle est drainée par les cours d'eau, principalement sur nos sols sableux. Voilà, la dynamique, alors on commence aujourd'hui à maîtriser, à pouvoir quantifier la dynamique, je dirais, interlac, donc entre le lac de Cazaux-Sanguinet et le lac de Parentis-Biscarrosse, et quantifier plus ou moins précisément un écoulement vers le sud et l'écoulement vers le nord. Ce qui me passionne aujourd'hui, c'est d'essayer de comprendre un peu mieux la dynamique à l'intérieur d'un seul et même plan d'eau. Il y a des courants. On pourrait penser que soit ça va vers le nord, soit ça va vers le sud. Et en ce moment, on est en train de travailler avec un doctorant qui s'appelle Maximilien Bernier et qui étudie la dynamique des lacs en termes de courantologie. Alors, la dynamique d'un lac dépend de plusieurs facteurs. Il y a les courants, il y a les vents, il y a les vagues. Et à l'intérieur d'un même plan d'eau, il y a des courants qui sont divergents. Et tout récemment, notamment au travers des investigations que nous avons menées, on a remarqué qu'il y avait une courantologie de 6 mètres à la seconde sur certaines zones bien précises du plan d'eau. Et c'est assez, 6 mètres par seconde, c'est quelque chose d'énorme. Voilà, c'est un constat peut-être, mais ça peut amener à des réflexions et à vouloir chercher davantage encore comment fonctionne un plan d'eau. Alors c'est la science de l'hymnologique,
comment fonctionne un seul et même plan d'eau, sans parler bien évidemment des écoulements nord-sud de la chaîne des étangs. Et tu disais que donc il y a 6000 ans, ces lacs n'existaient pas. Est-ce qu'ils avaient la configuration du bassin d'Arcachon, ouvert complètement sur l'océan? Il y avait quand même une petite anse, un bassin ou Je n'étais pas là pour vous répondre, mais a priori, oui, on pourrait effectivement faire une comparaison avec le bassin d'Arcachon. Oui, ça devait être très probablement une anse, mais là, historiquement, il y a certaines vidéos qui ont été retranscrites, notamment par l'agence de l'eau à Dourgue-Garonne, voilà, qui témoignent de ça. Il y a les plongeurs du CRES aussi à Sanguinet qui ont beaucoup travaillé sur cette thématique et qui ont découvert des richesses, des vestiges gallo-romains, voire plus anciens même, qui démontrent effectivement que ces lacs au départ n'existaient pas. 3000 ans d'histoire, c'est le riche passé de ces eaux verdies par les algues du lac de Sanguinet. Formé progressivement et prenant ainsi de plus en plus d'ampleur, le lac a obligé les peuples vivant sur ses rives à reculer vers l'amont. Et c'est au début des années 70 que des plongeurs bordelais découvrent des vestiges de ce qui est devenu le premier site du lac, le village gallo-romain de Loza. Et peut-être que dans 10 siècles, n'existeront plus. C'est la vocation, oui, de tous les plans d'eau hollandais. Ils se comblent et je pense que certains d'entre eux vont disparaître dans une échéance de temps pour l'instant inconnue. Bon, les grands plans d'eau que nous avons avec une profondeur de... Alors on est un petit peu en train de se batailler gentiment avec nos homologues girondins sur les lacs médocains pour savoir qui dispose du plus grand lac de France. Je ne parle pas du lac Léman qui est partagé avec la Suisse. Mais voilà, nous avons les lacs qui sont les plus profonds. On peut aller jusqu'à 21, 22, voire 23 mètres de profondeur. 1 centimètre d'eau, ça correspond à 500 000 mètres cubes sur le lac de Cazaux-Sanguinet. 1 centimètre. Voilà, donc ça veut dire que quand il pleut 10 mm, il y a plus en apport pluviométrique direct sur le plan d'eau. Il y a 500 000 mètres cubes. Mais n'oublions pas les apports aussi des bassins versants qui peuvent être beaucoup plus conséquents. Avec une énorme différence entre une grosse saisonnalité des apports. Oui. Ouais. Alors, d'autres lacs disposent d'un marnage bien plus conséquent, mais historiquement, les plans d'eau, le marnage le plus important des plans d'eau, je dis bien le plus important, dépasse le mètre très largement, voire même 1,50 m. Mais ça n'a pas beaucoup d'importance de quantifier, je crois, des phénomènes naturels. Bon, on les observe en tous les cas. C'est vrai que quand on se balade, les gens qui voient le lac l'été, l'hiver, voient une grosse différence. Donc on comprend qu'ils sont remplis, entre guillemets, par une partie par la nappe phréatique, une autre partie pluviométrie, une autre partie qui arrive du bassin versant. On comprend qu'ils sont tous liés, mais pour autant, ils ne sont pas salés, même s'ils sont en lien avec le bassin d'Arcachon, parce que au final, c'est l'étang de Cazaux qui est le plus haut en élévation, c'est ça ? Tout à fait, oui. Alors il y a un profil en long qui existe, qui est connu, de la chaîne des étangs, et donc le lac de Cazaux-Sanguinet qui est le plus haut, qui est en moyenne à 21 mètres NGF, donc par rapport au nivellement de l'océan. Donc qui son exutoire, c'est le bassin d'Arcachon. Donc il y a 21 mètres, alors c'est qu'on appelle le canal des Landes. On devrait l'appeler le canal du littoral plutôt, parce que le canal des Landes qui se situe en Gironde, qui a un dénivelé de 21 mètres sur 6 km. C'est un cours d'eau qui a une pente qui est très importante, en tout cas sur le territoire landau-girondin. D'accord. Est-ce que tu avais entendu parler de ce monsieur qui, au début du 19e, avait traversé la chaîne en canoë avec sa femme ? Et en fait, il est parti d'Ourtin. Il a traversé, il a traversé Ourtin d'est en ouest, et puis il est descendu, il a rejoint le bassin d'Arcachon, il a traversé le bassin d'Arcachon, et il est allé jusqu'à Mimizan. Il y a des passionnés, oui, j'ai été contacté il y a 3 ans, même plus récemment aussi. Il y a des passionnés de canoë qui font de manière assez régulière effectivement cette traversée depuis la Garonne
jusqu'à l'océan Atlantique. Alors effectivement, au travers depuis la Garonne jusqu'au bassin d'Arcachon, la traversée est possible. En revanche, entre le bassin d'Arcachon et le lac de Cazaux-Sanguinet et sur Cazaux en particulier, la navigation n'est pas possible. Et une bonne partie du territoire est occupée par le ministère de la Défense. Et à ce niveau-là, la traversée n'est pas possible. Mais par contre, le voyage est riche entre Cazaux et jusqu'à l'océan Atlantique en passant par le chapelet de ces plans d'eau. J'espère bien le faire. Le bassin d'Arcachon, on pourrait dire que limite il ressemble à un lac à l'ancienne, quoi. À peu près la même configuration que nos lacs il y a 5000 ou 6000 ans. Est-ce qu'il y a des lacs très anciens qu'on peut observer qui sont en train de se refermer comme tu le disais? Est-ce que le lac d'Orient, il était plus grand avant et maintenant il se referme parce que c'est plus petit ou pas vraiment? Oui, ils sont tous les lacs, mais les lacs les plus sensibles à comblement sédimentaire sont effectivement les étangs de petite dimension, même si 320 hectares ça peut paraître énorme. L'étang d'Orient, effectivement, est sujet à comblement. Un des objectifs, d'ailleurs, d'une collectivité territoriale est la lutte contre le comblement des plans d'eau, par le biais de la mise en place de bassins des sableurs sur les tributaires qui alimentent ces plans d'eau. Bon, ça ne fait que limiter le comblement sédimentaire, les lacs naturellement sont voués à disparaître. Mais c'est une situation plus spécifique des étangs sud-landais. Il y a effectivement des étangs qui ont vu leur superficie divisée par 5, voire plus. Mais en un siècle, Même pas un siècle. Même pas un siècle. Même pas un siècle. Avec l'arrêt de l'activité lié justement... Non, essentiellement par le comblement sédimentaire. Voilà, on vit dans une région avec un sol, avec un substrat sableux, et le charriage des sédiments sableux depuis le bassin versant participe au comblement des plans d'eau. D'accord. Tu disais qu'il y avait des bassins. Enfin, tu disais tout à l'heure qu'on pouvait désensabler, qu'on essayait de désensabler par une structure. Je ne connaissais pas du tout ce. On essaye de limiter les apports de sable sur les plans d'eau en créant des bassins des sableurs qui se situent au niveau des tributaires, donc des plans d'eau. Et bon, le plus proche possible des plans d'eau, mais ça ne fait que limiter. Bon, si je peux citer un exemple, par exemple, un des bassins les plus importants du territoire se situe sur le bassin versant de l'étang d'Orient. Alors il y en a 3. Il y a 3 bassins des sableurs qui se situent quasiment à l'embouchure de l'étang et qui font l'objet d'un curage à une périodicité variable en fonction des périodes de crue justement. Mais c'est en moyenne une fois tous les 2 ans. Le département des Landes participe donc fait un programme d'entretien de curage de ces sableurs à peu près tous les 2 voire tous les 3 ans. D'accord. Et qu'est-ce qu'on fait de ce sable du coup? Pour l'instant, on le stocke. Après, il y a effectivement des perspectives de valorisation des sédiments qui peuvent être intéressantes. Le sable peut être considéré comme une richesse, une ressource naturelle à part entière. En voie de disparition. Sur certains territoires, il n'existe pas. Bon, alors cette histoire de bac en sableur, des sableurs, pour moi, c'est pas très clair. Laurent, tu nous montres ça sur le terrain? Voilà un bassin des sableurs. D'accord. Alors donc, là, c'est une rivière C'est une rivière. Ouais. C'est la plus grande rivière du bassin versant du lac de Parentis-Biscarrosse. Il s'appelle le Nassaise. Et on le voit très bien ici. Donc le bassin des sableurs, on voit la langue de sable qui arrive et qui se développe de plus en plus. On revient dans un mois, ça aura avancé de 2 mètres. D'accord. Et ça, c'est le niveau de... C'est plus clair parce que c'est la hauteur du niveau de sable, de sédiments qui arrive? Oui, tout à fait. Donc là, il y a peut-être 30 cm et derrière, on a 1m20, 1m50. Exactement. Ouais. Et une fois que le banc de sable arrivera quasiment à l'exutoire du bac des sableurs, à ce moment-là, une entreprise arrive et assure son entretien au travers d'un curage. Et là, on voit les résultats du curage d'octobre dernier. Ça, c'est un curage? Oui. D'accord. Et il se remplit là en 2 ans, tu disais?
Ça peut être même plus rapide encore. Ok. Là, il y a l'équivalent il y a plus de 5000 mètres cubes. D'accord. On va voir ça de plus près. Et ça a été créé quand, ça? Alors, on a toute la chronologie là. 2011. Donc, de 2011. Et sur le bassin versant de l'étang d'Orient, c'est encore la création des dessableurs est encore plus ancienne. Mais on voit bien le principe. Hein. Ouais. Ça s'accumule, ça descend. Et puis à partir, quand ça arrive à ce niveau-là, à peu près, on envoie les tractopelles. 140 mètres sur 35 mètres, capacité de stockage 2800 mètres cubes. 2800 mètres cubes, oui. Ok. Ouais, je disais 5000 tout à l'heure, je me suis trompé. J'ai 3000 mètres cubes maximum. C'est pas le plus grand dessableur que l'on a sur le territoire de la chaîne des plans d'eau. D'accord. Donc après le sable, les sédiments, c'est du sable quoi en fait. Il n'y a que du sable. Il y a du sable et sur la queue du bassin, on va avoir beaucoup de matière organique. Toute la matière organique s'accumule en fait au débouché de. D'accord. Sur la queue de. Et ça, elle est récupérée aussi? Oui. Elle est stockée ailleurs? Non, c'est voilà, on aura plus de matière organique à la fin là-bas. Ah, ok. Mais encore une fois, par phénomène de ressuyage, de lessivage, les matières organiques après disparaissent. Bon. Et voilà, une ressource naturelle, Carrément. le sable. Le niveau de l'eau ici, il monte et il descend également? Oui. On a une échelle linémétrique qui est là-bas. Ah oui. Ça peut largement déborder la première marche, très largement. Voilà, le débit, ici on est très exactement sur ce pont. On est à une station de suivi par l'Adréal, c'est une station hydrologique qui est suivie par l'Adréal et qui est également suivie dans le cadre du dispositif du CIRID, donc le système d'information relais interlac. On a pu créer une passerelle entre l'Adréal et le CIRID. Et on connaît donc le débit à l'instant T, donc on connaît le débit du cours d'eau. Alors, tout ça est mesuré par des sondes, c'est ça? Le niveau, tu arrives à les suivre en live ou tu connais ces niveaux, tu connais les niveaux après, je sais pas, une forte pluie ou est-ce qu'il y a des... Pour essayer de mieux comprendre cette dynamique lacustre, enfin interlacustre, je dirais, on a mis en place, la communauté commune des Grands Lacs a mis en place un dispositif de suivi, un dispositif de télégestion sur l'ensemble du territoire et qui s'est développé, qui a été déployé depuis 2020 avec nos partenaires qui sont donc le syndicat intercommunal du bassin d'Arcachon et la base aérienne de Cazaux et la communauté commune de Mimizan. C'est un dispositif qui nous permet au travers de sondes de différentes sondes et sur des points très sensibles de connaître à la fois les niveaux des plans d'eau au jour le jour, voire même à la minute si l'on souhaite, mais bon, il n'y a pas une dynamique aussi rapide heureusement, mais également et peut-être surtout les débits qui transitent entre chaque plan d'eau et donc des débits au travers des ouvrages hydrauliques. Voilà, là aussi c'est un dispositif qui nous a permis de comprendre les limites de régulation des ouvrages, notamment en termes de débit. L'ouvrage principal sur le territoire, enfin en tout cas entre Cazaux et Parentis-en-Born, les deux ouvrages cumulés du lac de Parentis-Biscarrosse par exemple, c'est un débit maximum de 20 à 22 mètres cubes seconde. Voilà, ce qui est peu. Ah oui. Très très peu. Pourtant c'est impressionnant. Quand on identifie les volumes qui sont en jeu au niveau du plan d'eau, le lac de Parentis-Biscarrosse, 1 cm, c'est 300 000 mètres cubes. Voilà. Après, je ne pense pas qu'il y ait besoin d'être ingénieur pour identifier les possibilités de régulation qui n'existent pas sur notre territoire. Alors, écluses, bassin des sableurs, sondes. Mais qui ont quand même un rôle très, très limité par rapport à la lutte contre le comblement des plans d'eau. Ils ont un rôle qui peut être effectivement à considérer sur des petits plans d'eau, notamment sur l'étang d'Orient. Je pense qu'ils ont un rôle effectivement tout à fait fondé, mais sur des grands plans d'eau qui font entre 3000 et 6000 hectares, je crois qu'il y a un comblement naturel de toute manière.
Donc Laurent, toi qui connais le terrain, qui est un expert, selon toi, qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Il faudrait lutter contre le comblement sédimentaire des plans d'eau, pourrait répondre aussi à un objectif de création de zones tampons sur les bassins versants qui auraient plusieurs rôles. Zones tampons pour éviter notamment des crues, des phénomènes de crues importants sur les rives des lacs qui sont habités. Mais voilà, ça consisterait à créer un plan d'eau de superficie quasiment équivalente sur l'intégralité du territoire, sur l'intégralité du bassin versant de chaque plan d'eau. Donc c'est quelque chose d'assez utopique. Mais la création de plusieurs zones humides peut aussi répondre à d'autres objectifs, et notamment d'améliorer la qualité de l'eau qui provient du bassin versant vers le plan d'eau. Sachant que le lac Nord est aussi une source d'eau potable pour tout le territoire, pas seulement le nôtre, mais aussi pour le sud du bassin d'Arcachon. Ah, ça c'est un gros... Là t'as levé un gros questionnement. J'aime bien l'idée de finir un épisode qui a apporté beaucoup de réponses par un questionnement. Le sujet de l'eau potable, nous l'aborderons au cours de cette première saison. Mais dans notre prochain épisode, on va sur le terrain. Nous retrouverons Marine Hédiard de l'association Land Nature à Mésos, où elle a organisé une balade le 25 février dernier. Au menu, découverte de la faune et la flore locale, une promenade familiale très chaleureuse et enrichissante. Terre d'eau, une production Zuxo, avec à la technique et musique Théo Forstendischer, au montage Hugues Malo et à la réalisation Lorraine Carpentier. Nous serions heureux de créer une communauté de personnes mobilisées pour les zones humides, alors n'hésitez pas à montrer votre soutien en vous abonnant au podcast, en le partageant ou en rejoignant nos profils sur les réseaux sociaux. Vous pouvez également nous identifier, #Terre d'eau, ou vous abonner à la newsletter de notre podcast. Nous remercions l'ensemble de nos partenaires, dont l'Agence de l'eau Adour-Garonne, le pays Land Nature Côte d'Argent, l'Union européenne, pour leur soutien financier.